Bonjour, merci de nous rejoindre sur la plateforme Au cœur de la marine pour un nouveau numéro de La Ligne Bleue, une émission où nous souhaitons décrypter, analyser, raconter et débattre avec nos invités sur les grands enjeux de la marine. Alors aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir le capitaine de vaisseau Makara Houck, qui commande actuellement le service de recrutement de la marine. Dans un contexte géopolitique complexe, avec notamment la guerre en Ukraine, nous avons envie de lui demander quels sont les moyens et la stratégie mise en œuvre pour rendre la marine attractive dans un monde instable. Ouais. Voilà, là c'est parfait. Commandant, bonjour. Bonjour Bruno. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Alors aujourd'hui, j'ai le privilège de recevoir un marin, et pas n'importe lequel. Alors, ce que je vous propose pour commencer, c'est de faire la fameuse FIM, la fiche d'information du marin, pour vous connaître un peu mieux. Et puis cette fiche, elle constitue le cœur des dossiers RH de la marine. Alors j'y vais, je ne connais pas tout par cœur, donc je lis mes fiches. Promotion 1993 de l'école navale. C'est ça. Vous m'arrêtez si je me trompe. Hein. Ah oui. Première affectation sur le Jules Verne à Djibouti. C'est ça. Point de départ d'un long parcours qui vous a amené à connaître à peu près une dizaine de bâtiments de surface. 14. 4, voilà, c'est bien. Et vous avez exercé des nombreux postes à responsabilité, dont 4 commandements. Le patrouilleur La Rieuse. Oui, à La Réunion. Oui. À La Réunion. La FLF Lafayette. Oui. La frégate anti-aérienne Cassard. Et une autre frégate anti-aérienne Jean Bart. Oui, le frère jumeau. Jusque-là, pas d'erreur? Non. Et voilà, c'est ça. Et vous avez également à votre actif un poste au sein de l'OTAN à Naples. C'est ça. J'ai passé 3 ans au Joint Force Command de Naples, donc le commandement des forces interarmées et interalliées à Naples. Oui. Et des postes de chef d'état-major au sein de la force aéromaritime française de réaction rapide, vous allez m'en dire un mot, mais aussi du pôle École Méditerranée. Oui, c'était ma première expérience, disons, dans la nébuleuse RH, dans la formation, donc dans ce qui est le plus grand centre de formation de la marine, qui est à Saint-Mandrier. C'était un peu un hasard si j'y étais, il faut être clair, hein, c'était pas quelque chose que j'avais vraiment anticipé. Mais bon, on a eu besoin de moi, j'y suis allé, et j'y suis resté qu'1 an, parce que c'était le plan, mais c'était une expérience très très riche. Et il faut être assez clair, c'est que c'est le plus grand centre de formation, mais j'étais dans un poste qui traitait plus de l'environnement qui permettait de faire la formation que de la formation elle-même. Ce qui est un peu, ce qui aurait pu être une frustration, parce que j'ai une sorte de vocation de prof raté, voilà. Raté. Et j'ai pas exercé de formation là-bas, mais j'ai veillé à tout l'environnement. Qui permettait aux élèves d'étudier dans les meilleures conditions possibles. Voilà. Alors, est-ce que c'est ça qui vous a conduit à aujourd'hui, finalement? Aujourd'hui, vous commandez le SRM, le service de recrutement de la marine. Jusqu'à là, le parcours est assez remarquable. Ma première question est la suivante. Après donc un parcours que je qualifierais d'opérationnel, comment en êtes-vous venu à commander une unité où finalement, de ce type et avec des objectifs RH? Alors, déjà pour répondre à votre question en lien avec le pôle École Méditerranée, il n'y a pas du tout de lien. Cause à effet. Non. Parce que quand j'ai quitté le pôle École Méditerranée, je n'avais pas du tout anticipé les postes qui viendraient après. Déjà parce que j'étais très concentré sur le poste suivant qui était à FR Marfort, donc la force aéromaritime de réaction rapide. Qui est un métier très très prenant, voilà, avec des très gros enjeux, puisque c'est un peu notre bijou dans les opérations aéromaritimes. Il y a beaucoup de marines qui ont des moyens, qui ont des frégates, qui ont des sous-marins, enfin, ils ont beaucoup de briques. La marine française a tout le spectre, mais en plus d'avoir tout le spectre, elle a cette capacité à commander des opérations aéromaritimes qui sont souvent illustrées par le commandement du groupe aéronaval avec le porte-avions, mais qui ne sont pas que ça, et de les commander vraiment dans une grande complexité. Donc je me suis beaucoup concentré là-dessus, et puis ça a été des années un peu de turbulence, puisque c'est là que j'ai repris le commandement du Jean Bart un peu à la volée. Donc c'est pas des années dans lesquelles je me suis beaucoup projeté.
Mais pour en revenir sur ce qui m'a conduit à choisir le recrutement après avoir fait une carrière opérationnelle, c'est qu'aujourd'hui le recrutement c'est un vrai défi. Alors j'aime pas utiliser le mot stratégique parce que stratégique c'est une chose, si on l'enlève tout s'écroule d'une certaine façon. Donc pour la marine française, qu'est-ce qui n'est pas stratégique aujourd'hui? Je ne sais pas. Mais enfin le recrutement c'est un vrai enjeu. Le recrutement c'est à la base de tout, pour pouvoir armer les bateaux d'aujourd'hui, de demain, pour pouvoir avoir les chefs dont on a besoin. Donc c'est un vrai défi. Et je pense qu'après avoir fait une carrière opérationnelle dans laquelle j'ai acquis une compréhension des enjeux, une compréhension du besoin, j'étais bien armé pour le faire. Et puis je suis un homme de défi. Voilà. Souvent quand les choses sont un peu difficiles, je me dis... si c'est difficile, c'est pour ça qu'on t'a choisi, moi ou un autre, hein, mais ce que je veux dire, c'est que la difficulté, c'est plutôt un moteur. Et donc, mon prédécesseur avait relevé un défi immense. Il m'a légué un service de recrutement de la marine qui fonctionne très très bien, qui est une belle machine, mais ça reste un défi, un enjeu. Et voilà, moi, je suis beaucoup motivé par ces défis qu'il faut relever. Alors, pour rentrer de plein pied dans notre sujet, je vous propose qu'on regarde un extrait, enfin c'est plutôt l'introduction du film Au cœur de la marine, qui était un film qui présentait les grands enjeux de la marine. D'accord. Le 24 février 2022, la guerre éclate en Ukraine. Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Le porte-avions Charles de Gaulle et son escorte, déployés en Méditerranée orientale pour lutter contre Daesh, modifient leur mission. Ils se repositionnent pour protéger les alliés de la France dans l'est de l'Europe. À la même période, le lieutenant de vaisseau Arnaud, sous-marinier, est le premier marin d'Active à dépasser les 2000 mètres de profondeur pour inspecter des câbles sous-marins à bord du Nautil. Un peu plus tard dans l'année, le second maître Pierre s'engage dans une périlleuse mission de lutte contre les trafics au large de la Guyane, tandis que le premier maître Guillaume, à bord d'un hélicoptère de la flottille 35F, éditreuille une famille naufragée sur les côtes corses. Ces faits n'ont rien d'exceptionnel. Ils illustrent une marine mobilisée pour remplir ses missions. Elle prépare aussi le combat de demain, qui pourra être de haute intensité, et dont la victoire passera par la maîtrise de toutes les dimensions de l'espace maritime. En mer ou à terre, les équipages de la marine sont mobilisés. Alors, on le voit dans cette introduction, les missions et les enjeux de la marine sont innombrables. Je voudrais savoir en quoi ce contexte géopolitique très complexe, difficile, avec notamment cette guerre en Ukraine, a-t-il un impact sur la politique RH de votre recrutement? Alors on pose souvent la question de savoir si en particulier l'Ukraine a eu un impact. Et aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est que si ça a pu rebuter certains candidats potentiels au recrutement, je ne les vois pas. Donc je ne peux pas dire. Ça soulève parfois des questions et plutôt des parents, parce que ce sont les parents qui sont les plus inquiets pour l'avenir de leurs enfants, ce qui est assez normal. Mais ce n'est pas le paramètre qui influence le plus aujourd'hui le contexte de l'emploi et de la guerre des talents. Hein, ce n'est pas ce qui aujourd'hui nous pose un problème. Ça ne crée pas non plus, par exemple, un afflux de candidats qui, par patriotisme, par amour des choses géopolitiques, par envie d'engagement, se précipiteraient. Je pense que les formes d'engagement, aujourd'hui, elles sont vraiment multiples. On voit avec Greta Thunberg, par exemple, bon, c'est une forme d'engagement qui est parfois différente. Voilà. Et puis la marine, dans ce contexte-là, c'est pas forcément la partie la plus visible, puisque en Ukraine, on voit que c'est un contexte très aéromaritime. C'est un contexte au contraire aéroterrestre, voilà, ce qui est logique.
Et donc, de toute façon, dans le monde de l'offre d'emploi aujourd'hui, c'est pas tellement sur ça on va jouer, Ouais. parce que les candidats à l'embauche, ils ont envie de parler d'emploi, ils ont envie de parler de formation, ils ont envie de parler de perspectives d'avenir. Même s'il y a toujours une partie des candidats qui viennent dans la marine en particulier parce qu'il y a du voyage, de l'aventure, de la militarité, de la discipline et puis de l'esprit d'équipage par exemple. Ça, il y en a une partie qui sont encore sensibles, mais il y a encore beaucoup qui, de plus en plus, qui ont plutôt envie de parler des 3 premières choses dont j'ai parlé. Mais il y a un phénomène aussi important dans ce contexte, c'est que un de vos enjeux, c'est comment fait-on pour rendre attractive une institution régalienne comme la marine, avec la possibilité pour ces jeunes futurs marins que vous allez recruter, de connaître ce qu'on appelle le feu à la mer, pour reprendre les paroles de l'amiral Vandier, le chef d'état-major. Alors, au moment du recrutement, c'est souvent pas une question. Voilà, donc c'est pas quelque chose qu'on occulte, encore une fois. Mais ce n'est pas forcément ce dont les candidats potentiels à emploi ont envie de parler. Alors on ne l'occulte pas. Oui. D'ailleurs, dans notre campagne de recrutement, même si derrière les mots, il y a essentiellement la partie emploi, formation, perspective d'avenir, les images continuent de montrer des vrais marins dans des situations opérationnelles avec des unités de combat. Donc ce n'est pas quelque chose qu'on occulte. Mais la transformation d'un civil en un marin qui sera à la fois un militaire, un technicien et puis un marin spécialiste de la mer, ça ne se joue pas juste à la rencontre ou oui. que pendant le processus de recrutement. On leur explique évidemment le statut du militaire, ce que ça implique. On leur explique quelles sont les missions de la marine. On essaye de leur expliquer également les conditions d'exercice du métier. Mais d'abord, on ne peut pas illustrer tous les cas. Ensuite, ils ne sont pas forcément à l'écoute de tout ça. Et puis, ils ont une capacité d'intégration de toutes ces informations qui reste relativement limitée. Hein. Les entretiens, même s'ils sont assez longs, c'est 2 entretiens en gros d'1 heure dans le processus avec le conseiller en recrutement. On ne peut pas intégrer toutes les informations, voilà, c'est pas possible. Et puis même si on leur disait tout, ils ne l'intégreraient pas. Donc pour revenir au fond de la question, c'est comment on continue de rendre attractif une institution régalienne qui est tournée vers le combat, tournée vers des missions très multiples. Je pense qu'aujourd'hui, on offre justement un idéal de vie qui permet de répondre à une certaine forme d'engagement dans un monde qui est assez incertain. Et la marine, elle apporte quelque chose face à l'incertitude à 2 niveaux. La première, c'est que la marine, elle répond à beaucoup des défis, mais très en amont. Alors, c'est une marine de combat qui est prête à répondre aux défis présents, au combat s'il a lieu demain, mais qui également mène beaucoup de missions qui sont des missions vraiment de prévention des crises. C'est-à-dire que, bon, là, avec l'Ukraine, on s'est focalisé sur un combat qui est à nos portes, mais on a bien vu qu'il y avait des résonances, par exemple, du côté du détroit de Formose, du côté de Taïwan. La prévention de ce qui se passe à Taïwan, en partie, en tout cas au niveau tactique, elle va se passer plutôt en mer, parce qu'on n'a pas de force prépositionnée au contact de la Chine, par exemple. Donc c'est de la présence. Voilà. Donc il y a cette présence, il y a cette anticipation des crises. La marine est à la fois un outil d'emploi, de combat, mais également un outil qui va être énormément dans la prévention, en amont, dans des tas de zones dans lesquelles ça va être la seule forme de présence de la France, par exemple. Donc quand on est marin, eh ben, on va dans des endroits qui, dans le quotidien de la plupart de nos concitoyens, sont pas très présents, mais qui pourtant sont d'une importance extrêmement grande pour le rôle de la France, les ambitions de la France et même la stratégie de la France, ses approvisionnements et ainsi de suite. Donc ça, c'est le premier niveau, c'est-à-dire être dans la marine. Si on est avec un candidat qui est perméable à ce genre de motivation,
c'est quelque chose qu'on peut vraiment mettre en avant. C'est-à-dire qu'être marin, c'est participer à des actions qui sont quand même très, très importantes, mais qui sont peut-être un peu loin, un peu exotiques. Voilà, donc moi, quand je me suis déployé régulièrement en océan Indien, quand j'ai participé à des opérations de lutte contre le narcotrafic, j'ai fait des saisies de drogue en océan Indien, ou quand je me suis frotté aux passes d'Aran dans le golfe Persique, par exemple. Bon, c'est des choses qui sont très peu visibles dans le quotidien des Français, mais qui ont une importance très grande, par exemple sur les approvisionnements pétroliers, sur la lutte contre le narcotrafic, l'approvisionnement par des sources financières un peu occultes, parfois du terrorisme, des choses comme ça. Donc on est vraiment dans la prévention. C'est la protection des Français, la défense de la nation. On va dire que c'est une forme de protection dans la profondeur des intérêts de la France. Et puis l'autre aspect, c'est, j'allais dire, c'est ce que ça apporte aux individus personnellement. Et moi, c'est un truc que je retire vraiment de ma carrière, c'est que quand on est marin, on apprend un peu à surfer sur le chaos. C'est-à-dire qu'on apprend à intégrer la part d'incertitude dans notre quotidien. Ça ne veut pas dire qu'on ne se prépare pas aux choses. D'ailleurs, il faut être préparé pour être capable de saisir des opportunités. Se préparer, c'est pas avoir un plan rigide. Se préparer, c'est mettre toutes les chances de son côté pour que si la chance se présente, une opportunité se présente, on la saisisse. Et s'adapter. Et s'adapter. Et la mer, c'est un milieu qui pousse à sans cesse intégrer une part d'incertitude dans ce qu'on fait. Rien n'est jamais vraiment écrit. Même aujourd'hui, avec des prévisions météo qui sont quand même très très précises, on peut se retrouver, on peut se faire surprendre, on peut se retrouver dans des situations qu'on n'avait pas du tout anticipées, parce que c'est vraiment la définition du chaos, c'est-à-dire que c'est un mélange d'éléments qui sont peut-être individuellement très simples, mais dont la combinaison et le déroulement dans le temps va faire que la situation devient horriblement complexe. Quand il faut jongler entre différentes opérations, c'est très difficile. Alors, j'aurais peut-être plein d'exemples à citer, mais le meilleur exemple, c'est pas un exemple qui est tiré de ma carrière, c'était un exemple qui a été vécu par d'autres, mais c'était un aviso qui a mené une opération de narcotrafic au large des côtes algériennes, au départ dans les eaux internationales, et l'équipage de ce bâtiment, se sentant pris, a préféré mettre le feu au bateau. Et donc le commandant et son équipage qui au début menait une action de lutte contre le narcotrafic, qui est déjà assez compliquée en soi et assez risquée, se retrouve à gérer une opération de secours en mer. Avec une grande complexité. Je me rappelle qu'il nous racontait qu'il y avait des trucs auxquels ils n'étaient pas forcément préparés. C'est-à-dire qu'ils envoient des pompiers à bord pour essayer de limiter ou contenir l'incendie. Et puis le pont était tellement chaud que les bottes en plastique fondaient. Oui. Voilà. Et puis donc le bateau dérive et puis se rapproche des eaux territoriales algériennes. Et l'Algérie dit attendez, ce qui était en eau internationale, maintenant c'est chez moi. Donc qu'est-ce que vous faites à intervenir sur un bateau qui est chez moi? Bon, il se trouve qu'ils n'étaient pas, il y a une histoire de continuité, donc ça s'est arrangé. Mais donc on passe dans une partie de l'histoire qui a un enjeu politique et diplomatique. Alors qu'au départ, c'est une action tactique de lutte contre le narcotrafic. Et puis après, le bateau qui était incendié finit par créer une petite pollution. Et là, on rentre dans un domaine de lutte contre la pollution maritime. Donc on voit qu'une situation peut se développer avec une complexité incroyable. Voilà. Et je trouve que c'est ça ce que nous apporte notre métier de marin. Et j'ai préféré parler d'un cas qui n'était pas le mien parce que je le trouve extrêmement pédagogique, mais j'en ai vécu également. Que vous avez forcément dû vivre dans votre parcours. Voilà, des situations comme ça où il faut être capable d'intégrer plein de dimensions. Et dans un monde qui est, qu'on dit de plus en plus complexe, je trouve que cette capacité à intégrer la dimension de l'incertitude, de comprendre qu'on ne peut pas tout prévoir.
Je me rappelle avoir écrit une fois dans un rapport de fin de commandement que je constatais que dans les équipages et sur les bateaux, chez les officiers, il y avait une tendance qui est un peu celle de la société à ce que tout puisse être prévisible. Enfin, une tendance à croire que tout peut être des certitudes. Prévisible. Ouais, voilà, que tout peut être réduit à des certitudes. Et ils sont moins touchés sur les bateaux encore que nos concitoyens lambda. Parce qu'on vit dans un monde où on pense qu'on peut faire des prévisions météo vraiment presque à l'infini, ce qui n'est pas vrai. C'est-à-dire qu'une prévision météo, même aujourd'hui à 5 jours, bon, on sait très bien qu'il y a une incertitude derrière. Voilà. Et il y a un peu cette tendance dans un monde qui est saturé d'informations, on a l'impression qu'on maîtrise tout, que finalement l'incertitude, c'est mal. L'incertitude, c'est parce qu'on a échoué, alors qu'en fait, le monde lui-même, il est de plus en plus incertain, parce qu'il y a de plus en plus de choses, il y a de plus en plus de choses à gérer, beaucoup plus d'informations, et on ne peut pas tout maîtriser. Voilà. Et donc, on apprend à vivre avec ça, et on apprend à s'y préparer. Voilà. J'étais un peu long pour répondre à votre question, mais voilà. Oui, mais c'est extrêmement intéressant, donc merci de la réponse. Pour revenir un peu à vous, en quoi votre parcours de commandant de navire de combat influence-t-il aujourd'hui, dans vos fonctions, au sein du service de recrutement, influence-t-il vos décisions et actions? Dans la politique RH du recrutement, je veux dire. Alors, comme je l'ai dit plus tôt, d'abord, ma longue expérience dans les forces, et dans plusieurs forces, parce que j'ai fait un passage sur sous-marin, j'ai été au contact aussi de l'aéro en étant sur le porte-avions, et puis sur toutes nos frégates antiaériennes, toutes nos frégates, comme j'ai un long passé avec les frégates antiaériennes, j'ai fait un lapsus, mais révélateur, mais sur toutes les frégates, les bâtiments porte-hélicoptères, on côtoie l'aéro, on côtoie les forces spéciales, donc il y a une compréhension d'une partie du besoin, déjà. Donc ça, c'est très utile. Mais ce que ça m'apporte, en particulier un peu mon tropisme de commandement de frégate, c'est que déjà le SRM, c'est un organisme qui a besoin d'être commandé un peu comme une frégate. Il a besoin d'une présence de terrain, il a besoin de comprendre un peu toutes les dimensions, il a besoin de ce commandement humain. D'abord parce qu'il y a relativement beaucoup de monde par rapport à d'autres entités qui sont très performantes, qui regroupent 4 ou 5 officiers très très brillants dans un état-major, mais dont le travail n'est pas forcément un travail de terrain. Donc moi j'ai commandé à peu près 400 personnes qui font un travail de terrain, un travail très concret, presque très tactique, voilà, et qui ont besoin d'avoir un commandement qui est un peu celui qu'on a sur un bateau, c'est-à-dire un commandement qui va à la fois avoir de l'exigence, mais être présent, et qui va traiter à la fois des enjeux très élevés, mais qui va également se pencher sur des détails infimes, très domestiques. Voilà. Donc ça me sert, et puis dans l'appréciation au quotidien des risques à prendre, des risques à mesurer. Je ne sais pas si c'est la seule façon de faire, mais en tout cas, moi, j'utilise les mêmes méthodes que j'avais en tant que commandant de frégate, que ce soit vis-à-vis d'une manœuvre. Et je trouve que la manœuvre, c'est une métaphore, la manœuvre de port avec un bâtiment. L'appareillage, l'accostage. Ouais. Voilà, c'est une excellente métaphore pour gérer le risque, comprendre ce qu'on va faire, partager la compréhension des enjeux, se briefer, ces choses-là. Donc j'utilise ces outils parce qu'ils sont, je ne sais pas s'ils sont parfaits, mais en tout cas, ils conviennent parfaitement. Et encore une fois, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur ce que vous apporte le fait d'être marin dans un monde d'incertitude, c'est que ça vous apporte une certaine rigueur dans l'analyse, aussi la capacité à écouter les autres. Parce que par exemple, j'imagine que de l'extérieur, on pense qu'un commandant de frégate, d'ailleurs, c'est les autres qui utilisent ce vocabulaire parce que c'est pas nous qui le disons, mais c'est souvent commandant, seul maître à bord après Dieu. Encore une fois, moi, je n'ai jamais utilisé cette terminologie, mais il y a un peu ce fantasme, alors qu'un commandant, au contraire, certes, il va donner un cap et prendre un certain nombre de décisions difficiles, mais il se doit d'être à l'écoute
de ses adjoints. Un bon commandant, il doit savoir aussi de temps en temps mettre de côté ses certitudes et son ego et écouter les avis des autres. Voilà. Donc ça, c'est important dans la complexité du recrutement aujourd'hui. Moi, je suis entouré d'adjoints qui sont extrêmement compétents, qui connaissent bien leur dossier. Souvent, moi je suis étonné, j'ai des très jeunes officiers qui me présentent des dossiers, mais c'est vraiment maîtrisé, très bien ficelé. Ils ont bien compris toutes les dimensions. Donc je suis entouré de gens très très compétents, il faut que je sache les écouter, même si par ailleurs je peux avoir une vision et des intuitions. Et donc il faut trouver ce juste équilibre pour à la fois faire parler mon expérience, faire parler ma propre intelligence, ma propre analyse, apporter cet aspect, comme je le disais, de vision, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai une machine qui fonctionne, mais moi je dois me projeter dans l'avenir, un peu anticiper sur ce que seront les défis de demain, les conditions d'exercice de notre mission, et il faut que je sache les écouter. Voilà. Et parfois ça m'arrive de ranger mes certitudes et mon ego dans ma poche pour dire bon, voilà, ils ont raison, on va faire pas comme je voulais, on va faire différemment. Et ça, quand on est sur un bateau, ça arrive très souvent. Quand un commandant prend la manœuvre lui-même, il a toujours un conseiller à côté de lui, quelqu'un qui va lui souffler à l'oreille et de sa mauvaise conscience, un officier de manœuvre qui va dire là, commandant, je pense que vous êtes en train de faire une bêtise. Voilà. Et donc il faut savoir l'écouter. Ouais. Voilà. Même si c'est lui qui prend la décision. Même si c'est le commandant qui prend toujours la décision et qui en assume les conséquences, mais qui doit éviter d'être dans sa tour d'ivoire. Il faut qu'il y a... Alors il y a des gros mots que j'ai appris, et donc même si j'étais un monsieur Jourdain de la métacognition, enfin voilà, c'est un mot que j'ai appris, il faut savoir se prendre du recul par rapport à soi-même, il faut se regarder en train de réfléchir, et si on n'y arrive pas, il faut avoir bâti un système où on a suffisamment confiance dans les autres pour les écouter au moment où ils vous disent « Attention, vous êtes en train de prendre une mauvaise décision » ou on est en train tous globalement de se tromper. Et donc il faut savoir écouter. Voilà. Fascinant. Parmi les outils que vous avez pour recruter de nombreux talents, vous avez actuellement une campagne de communication très ambitieuse avec de nombreux contenus. Je vous propose qu'on regarde 2 clips publicitaires qui fonctionnent en ce moment et on en parle après. Trouver sa voie. Se former. Évoluer. Rares sont les métiers qui vous emmènent aussi loin. La marine recrute. Trouver sa voie. Se former. Évoluer. Rares sont les métiers qui vous emmènent aussi loin. La marine recrute. On le voit dans cette campagne, l'accent est mis sur la richesse des métiers, la formation et les perspectives d'évolution. Je voudrais savoir pourquoi ce choix, plutôt que celui d'un aspect plus mission et plus sur les aventures en fait, que ça pourrait entraîner. Ouais, alors c'est marrant parce que c'est une question qu'on me pose souvent à l'intérieur de la marine. Et c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que la variété des motivations pour venir chez nous, elle est très très large. De mémoire, il y en a 8 ou 9 différentes, mais je les ai déjà à peu près citées. Et on peut les diviser en 2 catégories, c'est-à-dire qu'il y a les gens qui naturellement sont attirés par le voyage, la militarité, la discipline, enfin tout ce qui est notre quotidien, le sens de l'engagement, voilà. Ça, ces gens-là, ils vont venir vers nous assez naturellement. Et bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en gros, ça représente à peu près 50% des gens qu'on engage. C'est-à-dire qu'il y a à peu près 50% des gens qu'on engage qui ont entendu parler de nous par un voisin, par un cousin, par un membre de la famille, de leur environnement, qui était lui-même militaire, pas forcément marin, mais qui était militaire et qui les a sensibilisés, éveillés à tous ces aspects de ce qu'on peut leur apporter.
Il y a également ceux qui ont fait de la voile très petits, la mer, des garçons et des filles qui sont attirés par la mer, certains qui ont envie de voyager. Voilà. Donc ces gens-là, ils n'ont pas besoin de grand-chose pour venir nous voir. Alors parfois pour se rassurer, et puis parce que ils veulent entretenir la flamme tout au long de leur parcours, parce que ça les a pris très tôt, bah, ils reviennent nous voir régulièrement, ils vont voir toutes nos publications, mais les images leur parlent. Et puis, il y a aussi tout le vivier énorme, et il faut bien comprendre que c'est celui qui est le plus vaste, des gens qui n'ont pas forcément entendu parler de nous. Il y en a qui ont entendu parler de nous, mais qui nous connaissent. Ils connaissent la marine comme une institution, comme on sait qu'il y a un parlement, comme on sait qu'il y a un gouvernement, mais enfin on ne connaît pas forcément ce qu'il y a dedans, et on ne s'y projette pas forcément. Alors j'utilise une métaphore, je vais revenir sur l'Ukraine. Il y a plus de 60% des Français qui soutiennent l'Ukraine. Il n'y a pas 60% des Français qui veulent aller se battre au front. Voilà. Bon, pour la marine, c'est pareil, on peut la connaître et l'aimer, mais pas forcément s'y projeter pour y faire soi-même une partie de sa vie et y travailler. Et il y a cette notion du large aussi, qui nourrit un imaginaire, on ne sait pas ce qui se passe au large. Voilà. Bah déjà, ils ne nous voient pas, ils ne se projettent pas. Voilà. Et ces gens-là, il faut commencer par leur parler, répondre à un certain nombre de leurs interrogations et de leurs préoccupations pour leur montrer en quoi déjà, vis-à-vis de ça, la marine peut répondre, peut leur apporter quelque chose. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'on en revient à ce triptyque. On leur offre un emploi, on leur offre une formation, et puis on leur offre des perspectives d'avenir, parce que ça reste la force des armées en général, mais de la marine en particulier, c'est-à-dire qu'on va vous former, vous faire monter en compétences pendant toute votre vie, voilà, dans des métiers qui sont extrêmement pointus parfois. Et puis, on va vraiment vous faire monter en responsabilité. Donc, il y a cette offre-là, et ça répond à des aspirations d'aujourd'hui. Maintenant, je renvoie à la fois aux images fixes et puis à ces clips. L'aspect voyage, l'aspect aventure, il n'est jamais occulté, il est juste, d'une certaine façon, subliminal, puisqu'on voit des bateaux, on voit la mer, voilà. Simplement, si on se contentait de parler des valeurs, si on se contentait de parler du voyage, comme on l'a fait pendant très longtemps, eh bien on ne toucherait pas une bonne partie des gens qui, une fois qu'on les a intéressés, qu'on les a accrochés, peuvent s'intéresser au reste. Et il faut être très clair, c'est-à-dire qu'on peut rentrer dans la marine pour chercher un métier, mais si on n'adhère pas après à un certain nombre des autres valeurs, en tout cas des aspects qui sont le voyage, l'acceptation de l'éloignement, non pas comme une contrainte, mais comme une richesse, le service du pays, la militarité, on ne restera pas. Être marin, ce n'est pas un métier dans lequel on reste simplement pour l'argent ou que pour la formation. Même si c'est un élément très important, ça ne peut pas être le seul élément dimensionnant. Voilà. Et d'ailleurs, j'ai commis une erreur parce que j'ai parlé de marin comme étant un métier, alors qu'en réalité, il faut être clair, marin, c'est presque un art de vivre, oui, dans lequel on a un métier spécialisé. Voilà. Je crois qu'il y a plus de 80 métiers d'ailleurs. Oui, alors gros, un seul chiffre. C'est un ordre de grandeur, oui, mais vous voyez, ça évolue oui. tous les ans. Ça évolue tous les ans. Sur un autre plateau télé, je disais l'année dernière, on a créé 10 filières nouvelles. Alors, est-ce que c'est 10 métiers nouveaux ou pas, voilà, ça peut être des comptes d'apothicaire, mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est très large. C'est très très large et puis très très varié. Alors, je voudrais qu'on passe au volet formation. La marine compte de très nombreuses écoles de formation. J'aimerais qu'on s'arrête sur l'une d'elles, qui symbolise pour moi le haut niveau de technicité de la marine dans un domaine de pointe, et surtout sa maîtrise dans la formation des marins. Je suis le maître Anne-Marie, j'ai 31 ans et je suis élève à l'école atomique de la Marine nationale à Carqueville. Je me suis engagée à l'âge de 23 ans. J'ai eu un bac général scientifique. J'ai une licence professionnelle dans le domaine de la chimie et de l'environnement.
Et quand j'ai vu en fait, qu'il y avait cette spécialité-là qui existait dans le domaine du nucléaire, ça m'a intéressée, je me suis renseignée et je me suis dit que c'était un parcours qui m'intéressait parce que ça sortait vraiment de ma zone de confort et ça offrait plein de possibilités après pour sa propre carrière dans le militaire. Et je trouvais le domaine, et il l'est toujours pour moi, il est passionnant. Donc les propriétés nucléaires, ça vient du noyau, les propriétés chimiques, ça vient du nombre d'électrons et donc du nombre de protons. La durée de la formation est longue. On commence par 5 mois de cours et à la fin de ces 5 mois de cours, on termine par du coup les oraux, ce qu'on appelle les oraux de mi-cours, où on valide en fait donc ces mois d'études pour continuer après notre formation. Et ensuite, cette somme-là, on va y rajouter également la dose par rapport au facteur de pondération radiologique qu'on a vu précédemment dans le cours. Quand je me suis engagée, du coup, il y a plus de bientôt 9 ans, j'ai toujours voulu être chimiste sur le porte-avions Charles de Gaulle. Là, j'en suis arrivée qu'au deuxième niveau, c'est-à-dire que si je réussis tout le parcours dans ce domaine du nucléaire, je serai opérateur KR, donc opérateur réacteur sur le porte-avions Charles de Gaulle. Voilà, donc la puissance du cœur est de 15%. Donc je suis pas loin de rejoindre mon ambition, mais pour l'instant, je n'ai pas changé depuis mon début dans la marine. Donc mon ambition, ça reste devenir chimiste sur le porte-avions Charles de Gaulle. Le nucléaire dans la marine, c'est pas le seul domaine qui illustre ce qu'est la marine, tout à fait. Mais je trouve que ça l'illustre très très bien. D'abord, c'est quand même un domaine qui nous est très spécifique. Il nous est très spécifique d'abord en tant qu'opérateur, opérateur nucléaire, puisque derrière EDF, on est quand même le deuxième opérateur en Europe. Il nous place quand même dans les marines du monde, dans un très petit club d'excellence. Voilà. Et puis il dimensionne l'ensemble de la marine, c'est-à-dire qu'il y a à la fois, ça nous offre un potentiel dans les opérations qui est extraordinaire. Le porte-avions, il peut naviguer comme ça, en concentrant les efforts logistiques sur le reste, sur le carburant pour les avions, la nourriture, les munitions. Mais son cœur nucléaire, il continue de tourner et il lui permet de s'affranchir de beaucoup de choses, et en particulier de chercher du vent, d'avoir de la puissance pour offrir du vent au catapultage des avions, à peu près dans toutes les conditions. Donc ça, c'est extraordinaire, ça nous donne une capacité qui est énorme. La propulsion nucléaire nous a permis de nous doter de sous-marins qui ont une autonomie très très importante, qui n'ont pas besoin de commettre des indiscrétions pour revenir en surface pour reprendre de l'air. Il nous a permis de construire la force océanique stratégique qui assure une grosse partie de la dissuasion nucléaire française. Donc c'est vraiment un domaine qui nous tire vers le haut dans les opérations et qui est un défi logistique à côté qui, pareil, nous tire vers le haut. Et donc aujourd'hui, les techniciens dans la marine, les marins qui sont dans l'environnement nucléaire, ils sont dans un environnement d'excellence. Donc déjà, c'est ce qui est enthousiasmant. Donc c'est ça que nous, on met en avant. C'est-à-dire que si on veut avoir un métier qui soit un métier très exigeant, enthousiasmant, stimulant, qui en plus est dans un environnement opérationnel, ben, c'est ça qu'il faut faire. Et puis, dans leur carrière, après, il y a tout un dispositif pour leur offrir ce déroulement, leur offrir des responsabilités croissantes. Quand on se retrouve comme ça, responsable de la propulsion sur le Charles de Gaulle, et qu'on sait qu'on concourt à l'efficacité des opérations très directement, hein, parce que la vapeur qui est produite, non seulement elle permet de faire de la vitesse, mais elle va permettre aussi à tous les systèmes de fonctionner, de produire l'électricité qui va alimenter tous les systèmes, de produire la vapeur qui va catapulter les avions. Donc voilà, on est à la base de presque tout. Donc c'est quand même assez enthousiasmant. Alors dans la partie recrutement, nous ce qu'on met aussi en avant, c'est maintenant les filières de formation.
Donc bon, il y a une relance de l'industrie nucléaire en France, il faut recréer un vivier, voilà. Va y avoir de nouveau une guerre des talents. Et la spécificité de la marine, c'est de se positionner très tôt dans le cursus. Alors on recrute à tous les niveaux, mais par exemple là, on vient de créer un BTS en partenariat avec l'Éducation nationale qui permet... À l'école Atto, non? À l'école Atto, C'est ça. en coopération avec le lycée Tocqueville, à Cherbourg, qui permet de former 15 jeunes en BTS, et donc qui sont déjà marins, et qui font leur BTS, leur BTS normal consacré au métier d'atomicien, et une partie de leur formation est pratique et se fait dans la marine. Donc ça, c'est quand même des filières d'excellence qui permettent à des jeunes très très tôt de réaliser leur rêve. Ils vont travailler dans un domaine qui les intéresse et dans la marine. Donc ça, c'est extrêmement attractif. Voilà, donc on a eu quasiment 10 candidats pour une place, et 10 candidats de bonne qualité pour une place. Alors, le temps passe vite en votre compagnie, commandant. Donc, c'est vrai. Oui. Pour conclure cette émission, je voudrais que vous me disiez un mot sur les grands défis qui vous attendent, vous, en tant que commandant du service de recrutement de la marine. Alors, il y a un grand défi, c'est de réussir à continuer de réaliser les objectifs en quantité, et c'est très ambitieux. Cette année, nous essayons de recruter. Nous allons recruter plus de 4300 marins. Donc c'est un combat de tous les jours. Et je dis ça parce qu'il n'est pas question de se lamenter. Comme je l'ai dit tout à l'heure, quand c'est difficile, il faut dire que c'est pour ça qu'on a été mis dans ces postes-là. Donc on va faire réaliser cet objectif ambitieux d'un côté, en quantité, et il faut qu'on réussisse également en qualité. C'est-à-dire que le défi, c'est de continuer à attirer, à rester attractif. Dans la façon dont on présente notre offre, mais aussi, c'est pas lié à moi, il faut que l'ensemble de la marine soit cohérente entre ce qu'elle propose au moment du recrutement et la façon dont elle fonctionne tout jusqu'au bout de la chaîne. Et ça, il y a tout un défi de cohérence, d'alignement permanence. Et moi, je peux le dire, vu par le petit bout de la lorgnette, la marine, en tout cas, est une institution qui s'adapte en permanence. Alors, pour ceux qui désirent les changements, ça ne va jamais assez vite. Mais quand on se met un peu dans une perspective historique, on voit quand même que les choses bougent énormément. La marine qu'on connaît aujourd'hui et la marine qu'on connaîtra demain n'ont vraiment rien à voir avec la marine qu'on a pu connaître, enfin en tout cas que moi j'ai connue il y a plusieurs années, et en particulier quand j'y suis rentré. Pas pour dire qu'elle était mal à l'époque, sinon je ne serais pas rentré, mais en tout cas, la marine est une... alors tous les systèmes évoluent, mais la marine est un système qui évolue volontairement, qui s'adapte. Voilà. Commandant, merci infiniment pour cet échange. C'est moi. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter? Eh ben, de réussir, d'avoir une bonne navigation et une bonne pêche sur les océans du recrutement. Bon, très bien. Moi, je voudrais m'adresser à tous ceux qui nous ont regardés, les remercier. Et puis, je leur donne rendez-vous pour un prochain numéro de La Ligne Bleue, très prochainement. Et puis, je voudrais qu'on se quitte avec quelques images qui illustrent cette belle marine de talent. Commandant, je vous souhaite bon vent. Merci Bruno. À bientôt. Alors la marine de demain, pour moi, c'est d'abord la marine des talents. C'est que dans nos rangs, nous comptions des marins, des hommes et des femmes qui aient compris les enjeux de demain et qui soient capables de mettre leur énergie pour assurer cette transformation entre aujourd'hui et demain, un demain qui est assez incertain et qui est en train d'accoucher dans la douleur. Il y a une diversité des motivations et des origines des marins qui se présentent. Ça peut être le voyage, ça peut être l'aventure, ça peut être la recherche d'une formation, ça peut être l'apprentissage d'un métier, ça peut être nos valeurs. Et effectivement, parce qu'il y a peu d'institutions qui proposent ce mix et qui permettent d'accéder très rapidement à des métiers qui sont à la fois valorisants, responsabilisants quand on est jeune.
Quelqu'un qui rentre aujourd'hui dans la marine peut occuper un premier métier, puis en changer plusieurs fois en fonction de ses appétences, de ses compétences, de sa motivation. Et c'est vraiment ce dont nous avons besoin, c'est-à-dire des jeunes qui, au-delà de leurs études, de leur profil académique, ce sont des gens qui ont faim, des gens qui ont envie de montrer leur talent et qui ont envie d'évoluer. Les hommes et les femmes qui servent dans la Marine nationale ont les talents, ont l'envie, ont les compétences, ont l'esprit d'équipage qui va leur permettre de relever les défis qui sont devant nous. Notre pays a connu des grandes périodes douloureuses. Il a toujours su se relever. Et donc j'ai la certitude que nous avons en nos mains les ressources qui nous permettront de répondre aux défis de demain.